Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 en direct du Plan B et en direct aussi de Facebook Globule Radio Chamonix. Alors maintenant, on accueille Jacques Michel, le directeur général de l'atelier ESOP, qui est accompagné de Patricia, la chargée de projet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Jacques, vous êtes le directeur général de l'atelier qui est situé à l'entrée du quartier des Prats. Et si je vous ai invité ce soir, c'est pour que vous veniez nous raconter l'histoire de cet atelier mythique dans la vallée, mais aussi présenter l'un des derniers livres parus chez vous, Ciao Walter de Corinne Mons. Alors en ce qui concerne l'atelier, c'est l'histoire de 3 amis qui sont devenus associés, Christian Bord, Robert Jotter et vous-même, Jacques Michel. Donc c'est une pure création lyonnaise puisque l'atelier s'est développé à Chamonix en 1972. Agence de communication, création graphique, scénographie d'ambiance ou encore maintenant maison d'édition. Donc l'atelier est aujourd'hui polyvalent et il s'inscrit parmi les entreprises chamoniardes à succès. Alors vous allez nous raconter comment ça s'est passé, comment vous avez réussi à faire taire les plus sceptiques pour monter cet atelier. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Je dirais facilement avec des amis, une collaboration avec ces 2 personnes avec qui on a fait cet atelier, et mais de penser aussi que j'étais d'accord pour être gérant sur 1 an et que ça fait un petit peu plus de 50 ans. Au final. Bon ben voilà quoi. Ça s'est passé, Christian étant photographe de mode au départ. Sur Lyon, ça se passait très très bien, mais après a demandé son indépendance parce qu'il voulait travailler pour d'autres entreprises, d'autres sociétés d'édition, de communication. Comme c'était ESOP, ces personnes ont refusé de travailler avec lui puisque indirectement ESOP pouvait reprendre cette clientèle. Voilà. Donc il a quitté un peu pour continuer de travailler, que ce soit sur Paris, que ce soit sur Nice et sur Lyon, dans le monde de la mode. Robert a arrêté, il ne le voulait pas, mais s'est tué en voiture. Donc voilà, depuis 50 ans... Donc il reste que vous. Comment ? Il reste que vous maintenant à l'atelier ESOP. Non, il reste plein de personnes qui prennent la suite et qui sont très bien. Patricia étant présente ici, par exemple, en fait partie. Mais bon, on est quand même plusieurs, on est 9, 10 personnes. Alors, à la base, ça a commencé à Lyon. Pourquoi vous êtes venu vous installer à Chamonix ? Très bonne question. Tout bêtement, parce que j'ai un frère qui faisait beaucoup de montagne et qui a été un peu associé avec Pierre Terraze dans le monde de la photo. Et comme il y avait des expéditions et tout, ils avaient besoin de documents, ils avaient besoin de création de logos. Donc j'ai commencé à venir ici. Et puis au bout d'un moment, Lyon, Chamonix, c'est très sympathique, mais 2 fois par semaine. Sans le viaduc ? Sans le viaduc, exactement. J'ai eu peur certaines fois, je peux le dire. Bon bref. On se croisait avec les camions, il ne faut pas oublier. Bon bref, donc à ce moment-là, j'ai plutôt levé le pied sur ces transports un peu pénibles. Et de plus en plus, je restais à Chamonix. Il y avait l'imprimerie Kafka qui était là et on était devenu le plus gros client. Et lentement, ça s'est mélangé, ça s'est pris. Et ce Kafka est devenu ESOP en même temps. Mais dans le monde de l'imprimerie, qui n'était pas notre profession première. Mais bon, l'un va très bien avec l'autre et continue comme ça dans le monde de la photo, dans le monde de la photo, impression photo, panneaux et ainsi de suite. Il y avait tout à faire à l'époque, finalement, dans la vallée. C'était quoi le paysage ? C'est très vrai, il y avait tout à faire et on était un peu les rois du pétrole. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein d'offres et puis voilà, la communication et tout ça, c'est partout le ici. monde, par l'informatique, notre monde a complètement changé. Ça n'a plus rien à voir. Même l'atelier n'a plus rien à voir. L'impression numérique. Et puis, ce côté de pouvoir imprimer ces photos en grande dimension pour des panneaux, pour des trucs et tout. Avant, c'était obligatoirement de la sous-traitance qui était faite ou sur Paris ou sur Lyon, ainsi de suite. Maintenant, tout est fait à l'atelier. Et qu'est-ce que vous avez cherché à apporter de particulier à la vallée ?
Pour moi, c'est quelque chose. J'adore la création et j'adore les gens qui sont, quand on leur pose la question, je ne vais pas vous dire parce que j'étais sur une statue que je pense à faire pour les 200 ans de la fête des guides. De la compagnie. De la compagnie. Et pour moi, je suis parti, j'ai eu un coup de cœur sur une statue qui n'est pas faite par un sculpteur chamoniard, enfin de la région. Et je trouvais intéressant. Donc, je pars directement, j'ai mon cœur qui bat toutes les fois, bêtement, mais voilà, en disant, mais il y a ça à faire, on peut faire ça, on peut partir là-dedans. Et j'aime bien les gens qui démarrent là-dedans tout de suite. Et j'ai rencontré une ou deux personnes, on ne va pas donner de nom, mais ok, l'idée est bonne, et on laisserait quelque chose. Je trouve que c'est que de laisser quelque chose, et quelques années après, en disant, te rends compte, ça a été fait pour les 200 ans. Ce qui s'est passé un peu sur les 200 ans du Mont Blanc, pour lequel on a travaillé beaucoup aussi, c'est qu'on avait dit au début que les gens soient tous habillés en vieux savoyard, ça ne marchera pas. Et en fait, tous les commerçants ont joué le jeu. Ouais. Donc, ce qui prouve que s'il y a un moteur, ça fonctionne dans la vallée. Ça marche. Justement, vous parliez de laisser sa trace, de laisser une trace, d'apporter quelque chose. Est-ce que vous pensez que si vous vous étiez vu, si vous aviez vu le chemin parcouru, votre carrière, là où vous en êtes aujourd'hui, à 20 ans, vous y auriez cru ? Je n'y aurais pas cru, non. Non, c'est sûr. Non, puisque j'avais dit 1 an, et puis après, Inch'Allah. Hein. Et est-ce que ça vous rend fier ? Non. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Je suis content, mais je suis content surtout. Je vais dire ça, on va me dire il est complètement fou, mais d'avoir des personnes qui sont à première vue heureuses d'être à l'atelier. C'est sympa, voilà. C'est très sympa. Faut pas oublier, je pense que toutes les affaires, c'est une question aussi de collaboration avec toutes les personnes. Si on n'aime pas, on s'en va. Mais si on aime, on reste. Les personnes qui sont restées à l'atelier, je ne pas dire, ont plutôt disparu mais avec le souvenir quand même de l'atelier. Et alors, c'est qui l'employé qui est là depuis le plus longtemps ? Alors, l'employé qui est là depuis plus longtemps... Très bonne question. Ça fait des années, ça va vous faire réfléchir. Ça fait des années. Ah, oui, normalement, ça fait des années. Minimum 10 ans déjà. Ouais. Ah oui, donc vous avez une équipe fidèle et qui aime travailler à l'atelier pour rester. Mais parce qu'elles sont contentes parce que je suis là, c'est tout. C'est vous, Jacques, qui faites le petit plus de cette entreprise. Oui. Alors merci, on va faire une courte pause musicale. On revient dans une seconde partie d'émission pour parler donc du dernier livre paru aux éditions Aesop, parce que vous êtes aussi maison d'édition. Donc ce sera Ciao Walter de Corinne Mons qui va être présenté. Mais tout de suite, un petit peu de musique.
C'était Magnetic Fields de Lucille Marshall, une artiste qu'on adore sur Globule Radio. Et nous sommes toujours avec Jacques sur le 90.5 FM. C'est le directeur général de l'atelier Aesop. Vous avez sorti dernièrement un livre, Ciao Walter, écrit par Corinne Mont. C'est un ouvrage documenté sur la tragique ascension du pilier de Fresnay en juillet 61. Donc ça remonte, qui a impliqué 2 groupes d'alpinistes parmi les meilleurs de cette époque. Corinne Mont semble avoir mené son enquête et révèle dans ce livre comment ce qui s'annonçait comme la glorieuse première du pilier de Fresnay s'était transformé en cauchemar. Et apparemment, vous avez vécu aussi un cauchemar en éditant ce livre. Alors, un cauchemar, ou en tout cas, vous l'avez bien vécu, l'histoire. puisque vous nous disiez en off que quand vous avez lu le manuscrit, voilà, ouais. Merci. Vous avez terminé en étant complètement fatigué. Complètement fatigué, il me semblait que j'avais fait de l'expédition avec eux et que je m'en étais sorti alors que malheureusement 4 ont disparu. C'est vrai que que l'écriture, que la recherche qui a été faite par Corinne auprès des Italiens et des Français est intéressante, que ce soit par exemple par Paris Match ou des tas d'autres vues qui sont citées à l'intérieur du livre avec photos de l'époque. Et je pense qu'il faut rentrer dedans. Mais je pense que oui, parce Patricia qu'on est aussi peut... avec Patricia qui est chargée de projet à l'atelier Aesop. Alors Patricia, j'imagine que vous aussi, vous l'avez lu ce livre avant qu'il soit publié. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le publier ? Qu'est-ce qui se passe dans ce livre En fait, moi, je ne connaissais pas du tout l'histoire, n'étant pas originaire de Chamonix au départ. Et en fait, c'est vrai qu'en entendant parler Jacques du projet, c'est vrai que ce livre était intriguant. Et du coup, j'ai fait la connaissance de Corinne Mont en même temps que de l'histoire. Et du coup, Corinne Mont, c'est une Parisienne qui est toujours venue, qui a toujours fréquenté Chamonix, qui faisait beaucoup de ski et qui a côtoyé justement tous ces grands alpinistes. Et en fait, elle a rendu son histoire comme une enquête journalistique documentée. Et c'est vrai que moi, ne connaissant pas du tout les faits au départ, quand je l'ai lu, j'ai terminé ma lecture un petit peu en colère. Voilà. Par rapport à ces grands alpinistes qui ont emmené... ça partait pas bien sûr d'une mauvaise intention ni rien du tout, hein. C'est une coïncidence qui se retrouve, que l'équipe de Bonatti et de Mazot se retrouve au départ du pilier du Fresnay. Mais au final, on se dit quand même que peut-être la tragédie aurait pu être évitée avec un peu plus de réflexion. Et ça, c'est... Voilà, c'est un sentiment d'injustice qui reste. C'est ce pourquoi Corinne Mont a voulu revenir sur cette histoire, parce que justement à l'époque ça avait suscité des polémiques. Et pourquoi c'est un livre qui pourrait intéresser les gens de la vallée alors ? Parce que des histoires de montagne, il y en a déjà énormément. Qu'est-ce qu'il a de plus, de particulier, de différent ? Et bien justement, il y a toujours une espèce d'injustice dans un accident de montagne, dans un problème quand la météo s'y met, quand on a tout prévu, mais qu'il y a l'imprévu. Et du coup, là, c'est encore... ça nous remet à l'époque, en fait, parce qu'en fait, ils sont partis avec... avec le peu de moyens de l'époque, parce que ça faut remettre ça dans les années 60, où le matériel de montagne n'avait rien à voir avec celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc c'est dans cet aspect-là que je trouve que ça peut intéresser les gens, parce que justement sur réfléchir sur les risques qu'on peut prendre sans y penser, même en allant pas si haut d'ailleurs, même en n'étant pas forcément des alpinistes aguerris. Prendre conscience de notre fragilité. Et concernant Corinne Mont, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son écriture, de son approche ? Parce que je crois que du coup c'est tourné comme vous le disiez, comme une enquête journalistique. Oui, c'est ça, complètement. Dans l'écriture, comment ça se ressent ? Est-ce que c'est écrit comme de façon romancée ou au contraire de façon... Pas du tout. Non, elle relate des faits pas plutôt. Du tout roman. Voilà. C'est pas du tout. C'est pour ça qu'on a fait une couverture comme celle-ci,
Et cette couverture pourrait faire penser à une série noire, un roman noir. Alors décrivez-la, parce que c'est vrai qu'on est à la radio. Alors même si les gens nous suivent en direct sur Facebook, elle ressemble à quoi cette couverture ? Cette couverture, d'abord, elle est sur fond noir avec Ciao Walter, puisque Walter Bonatti. Écrit bien en sûr, rouge. Écrit en rouge. La couverture est en noir. On voit Walter qui est dans le refuge, qui est en dessous, et qui vont partir le lendemain. Et on le voit presque faisant un signe de la main. Comme une ombre. Comme une ombre de dos. Mm-hmm. Et dedans, la couverture appelle à ouvrir. Et à ouvrir le livre et à commencer à lire. Et je vous promets que si vous le lisez, vous me direz. Alors c'est un livre aussi documenté parce qu'il y a pas mal de... Oui, je vois qu'il y a des photos. De photos, il y a aussi on appelle pas ça un plan, l'ascension. Des infographies. Voilà, montrer vraiment des topos. L'ascension qu'ils ont faite, et des portraits de chacun. Et elle relate aussi des interviews en fait de Walter Bonatti et c'est repris textuellement. Mazo. Mm-hmm. Voilà. Donc, et alors à l'instant vous nous décriviez donc la couverture. Comment elle a été pensée cette couverture ? Est-ce que c'est vous l'édition l'atelier Aesop qui l'avez imaginée ? En 3 cas, mais c'est tout ce qui se fait dans ce genre d'édition, c'est qu'on le fait à plusieurs. C'est-à-dire que je pense que personne détient la vérité. Donc, dans le cas de couverture, il y a 4-5 couvertures qui ont été faites. Donc, la plus facile, c'était de mettre la photo de Mazo et de Walter Bonatti en couverture. Mais à ce moment-là, on tombait, pour moi, dans le truc traditionnel. Mm-hmm. Et on n'a pas besoin du traditionnel. L'histoire est pas d'abord traditionnelle, heureusement d'ailleurs. Et c'était plutôt d'ouvrir. On ouvre l'aventure avec le livre. On sent quand même qu'il y a le refuge, mais pas trop la montagne, le personnage. C'est pour ça que je dis que c'est proche du roman noir, des séries noires. C'était l'idée. Mmh. Alors, merci pour cette présentation du livre de Corinne Mons qu'on retrouve donc aux ateliers Aesop, qui est aussi maison d'édition. Et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de vous tourner vers l'édition. Parce que comme on le disait tout à l'heure, l'atelier il a évolué depuis son installation à Chamonix. C'est très vieux. En même temps, c'est très vieux. J'ai commencé l'édition avec Samivelle, que j'ai connu. Et on a fait des livres de Samivelle au début. Et en plus, on a édité... Tous les posters de Samivelle que vous pouvez voir sont passés par l'atelier. Et Samivelle, qui avait un caractère un peu, j'allais dire, de attention merde, à ce que vous allez dire. Parlant. Je savais pas quoi dire. On mettra des bips. Oui, on mettra des petites... mais avec qui je me suis bien entendu sur des histoires complètement fous, entre autres les extraterrestres, des trucs dans ce goût-là. Donc, j'ai vécu un grand moment avec lui. Est-ce que pour vous c'est important le livre ? Est-ce que vous pensez que c'est important pour la société ? C'est très important. Le livre est très important. Je le dis sans arrêt. Quel est le plus grand plaisir ? Même si il n'est pas édité, si vous avez écrit vos souvenirs, vous l'avez mis sur papier, vous l'avez corrigé, vous l'avez vu, vous avez... Moi, quand je suis avec une personne qui me demande un livre, on vient de le faire là pour une... Je pense que je vis le livre avec la personne. On n'est pas éditeur, on n'est pas Albin Michel, on n'est pas Le Seuil et tout, qui sont d'une dimension qui n'ont rien à voir. C'est que le livre, je trouve que c'est intéressant et on finit par connaître la personne qui a écrit son livre d'une façon beaucoup plus intime. Même à un moment, même si elle ne veut pas se confier, elle est obligée de se confier. Et je trouve que c'est un partage. Donc ça passe par l'écrit. Bien sûr, l'écrit. On me parle de tablette. Je suis entièrement d'accord. C'est très bien. Mais la tablette, ça va très bien pour moi dans l'avion, à la limite. Mais si vous êtes dans votre livre, dans votre lit, et que avec votre livre, avec votre livre, c'est quand même autre chose. Vous partagez, puis vous avez une matière. Mm-hmm. Et puis le livre, ça marchera toujours.
Et pour vous, Patricia, vous partagez ce même ressenti, vous qui Oui, du coup... moi, je suis étonnée du nombre de gens qui nous sollicitent justement parce qu'ils ont écrit une histoire ou fait une série de dessins qu'il faudrait éditer en livre. Il y a vraiment énormément de gens, et c'est ce qu'on disait avec Jacques, l'année de ce fameux Covid, en fait... on a été beaucoup sollicités pour des livres, justement. Ça a donné l'inspiration Peut-être aux bien. écrivains. Ouais. Les gens ont écrit pendant ce temps-là. On a une personne qui s'appelle Éric Lazare, qui est à Chamonix, Ouais. qui était médecin, qui est toujours médecin d'ailleurs, mais qui a fait sa jeunesse en Algérie. Et son père était médecin aussi en Algérie, et qui s'appelle Pourquoi tu t'en vas. Et c'est pareil, quand il a écrit son livre, au début, c'était pour faire une 50aine d'exemplaires pour ses enfants. Puis de 50, je lui ai dit, mais l'histoire est tellement intéressante. Cette vue sur l'Algérie n'est pas la vue qu'on a tendance à nous faire passer, et tout. C'est sa vie qu'il a vécue sur place. Et à ce moment-là, ah non, mais je veux pas. Si. Bon, d'accord, attends, je vais réécrire un chapitre. Et puis le bouquin est sorti. Et ça s'appelle comment ? Pourquoi tu t'en vas ? Pourquoi tu t'en vas ? Donc aux éditions Aesop aussi. Ouais, Ouais. c'est vraiment la vision du conflit d'Algérie vécu par un enfant. Donc c'est la vision d'un enfant. Donc il n'y a pas de parti pris. Il y a vraiment. Et où est-ce qu'on retrouve tous vos livres Vous pouvez sur notre site qui est aesop.eu et aesop.info. On a les deux. Et puis sinon dans les librairies de Chamonix et un petit peu plus loin. Dans toutes les bonnes librairies de Voilà. Chamonix. C'est pas la première fois qu'on a cette réponse. Et ben merci beaucoup Jacques et Patricia d'être venus nous voir au Plan B. Ça fait plaisir de recevoir des acteurs de la vallée, des acteurs locaux qui participent aussi à publier des bons livres. Vous direz pas le contraire, Jacques, j'imagine. Je rappelle que nous sommes en direct sur le 90.5 FM et sur Facebook. Restez avec nous sur Globule Radio.